Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maurice Miara, je suis le vice-président de Cheval et SHS. Angèle n'est pas là aujourd'hui, donc c'est moi qui vais animer la réunion. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel de rentrée, comme il n'y en a pas eu en septembre. Et avant d'introduire notre intervenant, je voudrais rapidement quand même évoquer l'actualité de l'asso en cette rentrée. Donc, on a mis en ligne un appel à communication pour le deuxième colloque de l'association, après celui de Chantilly, qui avait eu lieu en 2023. Donc là, ce colloque, il va se dérouler le 30 avril 2025 au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Cet événement, il portera sur le thème compagnon de travail et de vie, cheval, identité multiple. Et on a fixé une date limite de proposition des communications au 20 décembre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions. De même, en cette rentrée, l'appel à cotisation pour l'asso est toujours ouvert. Donc, si jamais vous voulez cotiser, il est encore temps et nous, ça nous aide pour faire vivre l'asso. Et on est toujours à la recherche d'intervenants pour ces rendez-vous mensuels pour la fin de l'année et même pour le début de l'année prochaine. Donc, pareil, si vous souhaitez intervenir, c'est avec plaisir qu'on prend les demandes. Donc voilà, une fois l'actualité évoquée, on va faire place à l'intervention de ce matin. Donc où on est ravi d'accueillir Joachim Benet-Rivière autour d'une discussion intitulée Le désenchantement en formation professionnelle, le cas des expériences des élèves en baccalauréat conduite en gestion de l'entreprise IPIC, donc CGEH. Donc Joachim est chargé d'enseignement à l'Université Paris-Nanterre, à l'Université de Poitiers et enseignant-chercheur en sociologie associé au GRESCO, le groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines. Faut me reprendre si c'est pas juste. Donc, il travaille plus spécifiquement sur les enjeux autour de l'éducation et des lycées agricoles. Donc, Joachim, vous avez une grosse vingtaine de minutes, comme on a échangé, comme vous êtes tout seul aujourd'hui, et pour nous faire part de votre présentation, et avant un échange avec la salle. Donc, la parole est à vous, et donc, le partage d'écran fonctionne, donc c'est parfait. On vous écoute. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de me permettre de discuter de mon travail en cours. Euh, donc moi, en fait, je suis sociologue de l'enseignement agricole et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les institutions de l'enseignement agricole. Et j'ai d'abord travaillé sur les maisons familiales rurales, notamment sur le métier d'enseignant ou de formateur plutôt dans les MFR. Et ensuite, j'ai travaillé sur différentes recherches sur les publics des lycées agricoles et notamment sur les publics du bac pro CGEH, conduite et gestion de l'entreprise hippique. Donc, je connais pas bien le secteur professionnel du cheval. C'est en fait mes interrogations sur ces élèves. Elles sont vraiment issues de mes questionnements sur l'enseignement agricole. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que j'ai pu constater que la pratique de l'équitation, elle est vraiment très importante pour comprendre l'orientation dans l'enseignement agricole, à la fois grâce aux formations spécialisées qui préparent au métier équestre, mais aussi à travers toute une série d'options qui sont proposées aux élèves dans les lycées agricoles notamment, parce qu'à partir du moment où les établissements d'enseignement disposent d'un centre équestre dans leur établissement, ils vont pouvoir proposer des options à tous leurs élèves, et notamment via les sections sportives scolaires en équitation, qui sont des dispositifs de remobilisation scolaire pour des jeunes qui sont en difficulté scolaire. Et ces sections sportives scolaires, une partie d'entre elles sont spécialisées en équitation. Donc, en fait, la formation équestre, elle va toucher un public plus large au-delà des élèves qui sont et des apprentis qui sont dans les formations équestres. Et c'est un élément très important pour attirer en fait les publics vers l'enseignement agricole. Et c'est quelque chose qui est plutôt ignoré par la littérature scientifique, à la fois parce que les travaux se sont surtout attachés à analyser les voies les plus prestigieuses dans le champ des études sur le cheval,
mais aussi parce que les travaux sur l'enseignement agricole, ils portent presque tous exclusivement sur le bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Et on ignore en fait cette importance du cheval dans l'enseignement agricole. Et donc, moi, j'ai participé à différentes recherches postdoctorales, notamment une avec l'Université de Tours qui portait sur les devenirs socio-professionnels des élèves dans laquelle j'ai interrogé des anciens élèves du bac pro au CGEH. Et j'ai aussi participé à une recherche qui avait été financée par le ministère de l'Agriculture et qui portait sur plusieurs baccalauréats professionnels, dont le bac pro au CGEH. Et donc, je vais m'appuyer en partie sur les résultats de cette étude qui portait sur plusieurs bacs pro de lycées agricoles. Euh, j'avais envie d'interroger la notion de désenchantement parce que c'est dans ce bac pro que j'ai retrouvé le plus de situations de désenchantement, c'est-à-dire que c'est une filière professionnelle dans laquelle les élèves, à la fin de la formation, ne se projettent plus dans le secteur professionnel auquel conduit la formation. La majorité des élèves qui sont interrogés dans les enquêtes auxquelles j'ai participé ne se projettent pas dans les métiers du cheval lorsqu'ils sont en terminale, alors que parallèlement, elles expliquent plutôt que leur orientation dans ce bac pro résulte de leur passion pour l'équitation. Donc il y a un décalage très fort entre la manière dont est présentée l'orientation dans ce bac, sous la forme d'une passion personnelle, et l'expérience des élèves, qui est plutôt celle du désenchantement. Là, je vais évoquer essentiellement cette enquête qui a été conduite dans deux régions euh, en France et au cours de laquelle 25 élèves en bac pro conduite et gestion de l'entreprise hippique ont été interrogés, ainsi que leurs enseignants. Euh, Dans cette enquête, j'ai aussi pu accéder au dossier scolaire des élèves pour pouvoir reconstituer leur parcours scolaire. Et donc, c'est important d'avoir cette ressource, ces documents, puisque ça permet de voir en fait que la majorité de ces élèves, elles se sont orientées plutôt après des difficultés d'apprentissage importantes au collège. Et donc, ça vient un peu nuancer leur discours en termes de passion, que j'analyse comme une forme d'illusion biographique produit par le passage en lycée agricole. Et une des originalités de ce bac pro CGEH, c'est que c'est aussi un des seuls diplômes professionnels qui fait l'objet d'une sélection à l'entrée, plutôt d'une présélection. Et donc, pour pouvoir y accéder, il faut, il y a trois épreuves, notamment un test d'équitation, un entretien oral de motivation et une épreuve d'endurance physique. Et c'est vraiment une originalité de ce bac pro qui aussi est donc sélectif dans les lycées de l'enquête. Selon les enseignants, il y a 50% des élèves qui sont admis à l'entrée de ce bac pro. Et quand les élèves échouent à ces tests de présélection, ils sont exclus en fait de la procédure AFELNET au collège qui leur permet de sélectionner le bac pro de leur choix. Donc il y a une sélection particulière qui rend obligatoire la pratique antérieure de l'équitation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très original dans ce bac pro euh, et qu'on ne retrouve pas dans les autres diplômes professionnels. Alors il y a aussi une autre exigence qui peut être demandée par les lycées, c'est le fait d'avoir à disposition un cheval. Pas nécessairement être propriétaire d'un cheval, mais en tout cas avoir un cheval pour continuer à pratiquer l'équitation. Alors ces tests d'équitation, ils sont justifiés par les établissements
en raison de la dangerosité de certaines pratiques dans les lycées et les stages, et notamment la pratique du débourrage. Et c'est la justification qui est apportée. En réalité, les lycées agricoles, ils ont aussi besoin d'avoir des élèves qui ont un niveau d'équitation technique suffisant pour pouvoir, en l'espace de 3 ans, améliorer leur niveau technique de façon à pouvoir ensuite potentiellement préparer le BPGEPS équitation. Et donc, il faut aussi un niveau technique pour pouvoir ensuite préparer à d'autres formations et notamment au monitorat qui est en fait l'objectif initial des élèves qui ont été interrogés dans les enquêtes auxquelles j'ai participé euh, en seconde professionnelle lorsqu'elles arrivent en seconde activité épique. Elles se projettent pour la majorité d'entre elles vers l'activité d'enseignement. Donc, elles souhaitent devenir monitrices d'équitation, même s'il existe d'autres types d'emplois qui les intéressent. Et à la fin de la terminale, en fait, elles n'ont plus cette aspiration-là. Euh, un des aspects, une des dimensions importantes aussi du recrutement de ces élèves, c'est qu'elles sont beaucoup moins souvent issues de l'agriculture, mais aussi issues du milieu professionnel qui les intéresse. Et donc, c'est quelque chose qui est différent par rapport notamment aux autres bacs pro agricoles, notamment le bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole, qui forment encore des enfants qui sont issus, pour une partie d'entre eux, de l'agriculture. Ce qu'on observe, ce que j'ai pu observer grâce au dépouillement des dossiers scolaires des élèves, qui permet de voir les professions des parents, c'est que la majorité des élèves, elles sont pas issues du monde professionnel équestre. Elles n'ont pas de parents qui travaillent dans ce secteur. Et ça a un impact très important sur leur vision du monde professionnel. Et Juste, donc, elles ont fait Joachim, les... Joachim, Oui. je me permets de vous couper. Je sais pas si vous avez lancé votre diapo, on le voit pas défiler. En tout cas, moi, je le Ah, vois pas. mince. Ah, pourtant, j'ai mis... vous êtes en train de partager votre écran, donc vous ne le Je voyez sais pas, pas. Bernadette, si toi tu le vois Non, défiler ou pas. non, non, je le vois pas défiler non Moi, plus. Alors, je vois que la première page aussi. Après, c'est très clair, du coup, on comprend alors, bien. je vais quand même... Oui. Du Mais coup, moi, ça m'indique que l'écran est partagé. Donc, je vais arrêter le partage et le refaire. ouais, Euh, peut-être. Essayez de mettre en mode diapo. Je sais pas dans quel mode vous étiez. alors, est-ce que là... Est-ce que là, vous voyez? Oui. Ouais, parfait. Ah, ah. Et donc, alors c'est dommage puisque j'avais fait un très beau diapo, voilà les pages. Ah oui. Euh, donc, ce que l'on peut constater quand on regarde les professions des parents, c'est que la majorité, en fait, sont éloignées du milieu équestre. Et donc, dans les classes que l'on a étudiées, seulement une petite minorité d'élèves ont une mère qui travaille dans ce milieu professionnel. Une des hypothèses que l'on peut faire, c'est que ce n'est pas en fait le diplôme qui est un diplôme qui est vraiment très reconnu par le milieu professionnel. Et c'est justement une de mes interrogations les enfants qui sont issus de ce monde professionnel ou de ces mondes professionnels, en fait, ils ne passent pas par cette voie. C'est plutôt une voie pour des enfants issus des classes populaires qui peuvent être précarisés ou stabilisés, notamment des filles issues du milieu indépendant. Mais il n'y a pas cette origine agricole ou cette origine équestre que l'on retrouve dans d'autres filières. Euh, alors évidemment, c'est un des bacs pro les plus féminisés, puisqu'il y a 92% de filles. Donc pour l'année 2022-2023, sur les 2059 élèves, seulement 163 sont des garçons. Bon, il n'y a pas, c'est pas c'est un résultat un peu attendu. Euh,
Mais ce qu'on observe, c'est plutôt en fait, un mouvement de féminisation aussi de ce bac pro, euh, puisque la part des garçons, en fait, a diminué depuis 10 ans. Et donc, il y a un léger renforcement de la féminisation dans ce bac pro. Ça, c'est la seule donnée quasiment qu'on a réussi à obtenir de la part du ministère de l'Agriculture qui n'a pas répondu à nos demandes, euh, notamment nous a pas fourni les études sur l'insertion professionnelle des élèves, sur les enquêtes qui sont menées pour saisir l'insertion professionnelle des élèves. On avait aussi euh, souhaité avoir des informations sur les taux d'abandon. Eh ben, c'est des choses voilà, que le ministère de l'Agriculture n'a pas souhaité nous fournir pour ce bac pro, mais aussi pour les autres bacs pro sur lesquels on a travaillé. Alors, pour moi, il y a une intrigue sociologique dans ce bac pro en particulier, c'est qu'il y a un rejet massif des métiers du cheval euh, pour la majorité, l'immense majorité des élèves quand elles sont en terminale CGEH. Et donc, pour moi, l'intrigue sociologique, c'est comment expliquer ce refus des élèves de s'engager dans les emplois en centre équestre. Et c'est vraiment quelque chose de très marqué chez les élèves, euh, ce rejet en fait du milieu professionnel. C'est-à-dire que elles, pour la plupart, elles souhaitent continuer à exercer l'équitation, mais à garder l'équitation comme une activité de loisir. Euh, et l'hypothèse théorique sur laquelle je travaille, c'est l'hypothèse d'une traversée du miroir difficile. Donc, je vais expliquer ce que j'entends par là. En fait, j'aimerais transposer l'approche de la socialisation professionnelle médicale d'Everett Hughes dans le cas de ce bac pro CGEH. Donc, je vous lis la diapo. Dans un article de 1956, Everett Hughes interroge le parcours des futurs médecins qui passent du domaine profane de la médecine à celui du professionnel en mettant l'accent sur les crises et les dilemmes qui se pose aux médecins en formation. Il écrit que nous partons du principe que cette personne qui s'engage dans la médecine a un certain nombre d'idées sur le sujet, sur ce qu'est le travail, les compétences et les tâches du médecin, sur son rôle, sur les carrières médicales et sur lui-même en tant que personne susceptible d'acquérir des compétences et de jouer un rôle de médecin. Cette fabrication du médecin est pour lui un passage à travers le miroir, c'est-à-dire une conversion identitaire qui impose de voir le monde à l'envers et de se mettre à distance des images enchantées du métier. Cette initiation à un nouveau rôle, par l'étude des techniques et l'apprentissage des connaissances, conduit à une séparation avec le monde médical profane, c'est-à-dire une traversée du miroir qui permet de regarder le monde par derrière le miroir, comme si on percevait le monde à l'envers. Alors, autrement dit, si on applique cette hypothèse de travail dans le bac pro CGEH, on pourrait dire que la traversée du miroir est trop difficile pour les élèves qui font l'expérience d'un désenchantement lié à un décalage majeur entre leur expérience profane de l'équitation qui leur a construit un rapport spécifique à ce monde et aux chevaux et la découverte du milieu professionnel dans le cadre de la formation. Et ce décalage, il est trop grand entre leur expérience profane et le milieu professionnel pour permettre l'identification à la figure du professionnel. Et donc, l'expérience de désenchantement, en fait, on la retrouve dans toutes les formations professionnelles, dans toutes les formations, elles produisent du désenchantement. Mais là, ce désenchantement, il, il est euh, lié à une distance trop importante entre la pratique initiale de l'équitation et le milieu professionnel, et c'est un désenchantement qui ne conduit pas à l'identification à la figure du professionnel.
Voilà, c'est l'hypothèse de travail sur laquelle je travaille actuellement et qui me conduit à enquêter sur les devenirs socio-professionnels des élèves qui sont titulaires du bac pro CGEH. Car les données que je vais présenter, elles portent plutôt sur les élèves en formation et ne permettent pas réellement de saisir ce qu'ils sont devenus après la formation. En tout cas, ce que l'on a observé dans les enquêtes auxquelles j'ai participé, c'est que il y a ce désenchantement très marqué en terminale. Euh, alors, euh, et donc, ça, c'était le plan de mon intervention, mais je pense que je ne me reste plus beaucoup de temps. Euh, et donc, mon intervention, donc, je l'avais prévue en trois parties. Une première partie qui explique comment s'est déroulée l'expérience profane de l'équitation chez les élèves. Expérience profane qui aboutit à une mise en cohérence de leur parcours biographique autour de la passion. C'est-à-dire que quand on interroge les élèves, elles expliquent que elles sont entrées dans ce bac pro parce qu'elles sont passionnées par le cheval. En réalité, cette passion, elle est le produite par le passage en lycée agricole qui contribue à mettre une distance symbolique avec le passé scolaire, notamment une distance aussi matérielle du fait de la séparation entre le collège et le lycée agricole. Et c'est le passage en lycée agricole qui contribue à se mettre en distance de son passé scolaire qui est marqué par des difficultés d'apprentissage pour la plupart des élèves. Et c'est ces difficultés d'apprentissage qui les conduisent à revoir leur projet d'orientation et à les orienter vers le secteur du cheval. Et pour le dire plus simplement, l'équitation est avant tout, pour la majorité des élèves, un support pour leur permettre d'obtenir le baccalauréat pour s'engager ensuite dans d'autres formations ou dans d'autres milieux professionnels. C'est-à-dire que ce bac pro, comme tous les bacs pro, il répond avant tout à des logiques scolaires plutôt qu'à des logiques de formation, uniquement qu'à des logiques de formation professionnelle. Et donc, il est avant tout, en fait, une étape dans la scolarité qui permet d'avoir le bac. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les élèves, puisqu'une partie minoritaire des élèves sont des excellentes élèves, des très bonnes élèves, et elles auraient pu s'orienter vers des baccalauréats généraux. Et c'est ces meilleurs élèves qui, elles, vont maintenir la projection dans le milieu professionnel. J'y reviendrai hein, par la suite le, cette expérience profane de l'équitation, elle est partagée par souvent les membres féminins de la famille, donc les mères, les sœurs et les tantes, qui ont socialisé les élèves à l'équitation. Là, c'est pas un résultat très original, mais donc du coup, c'est cette expérience profane de l'équitation qui en fait, est trop éloigné du monde professionnel. Et la formation, c'est la deuxième partie de mon intervention. La formation, elle produit du désenchantement par la confrontation avec le monde professionnel du cheval et notamment sa nature agricole. Je vais là euh, passer rapidement quelques extraits de verbatim. Cette confrontation au travail agricole, elle aboutit à ce désenchantement. Je vais vous lire simplement l'extrait du- de l'entretien avec Agathe. Je me suis dit que que j'ai déjà un bac et après on verra bien, voilà. Je ne veux pas travailler dans le monde du cheval parce que c'est trop compliqué. En fait, le lycée, les stages, ça nous a un peu dégoûté du cheval. On n'a plus autant la passion qu'avant, quoi. Comme la plupart des personnes ici. Il y en a beaucoup qui veulent arrêter le cheval après le lycée,
il y en a qui ne veulent plus monter du tout. Moi, je continuerai à monter, mais moi, le matin, faut se lever à 8 heures, qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il vente. Il y a beaucoup de boulot, c'est du 8 h 22 h. Les jours de course, c'est surcharge de travail. Quand on faisait nos stages, on était mort. Agathe qui ajoute, et nos maîtres de stage nous prenaient pour des esclaves, clairement. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un centre équestre où même le gérant, il y en a, il faisait les box toute la journée. Il ne montait pas à cheval. Moi, c'était en seconde où j'ai fait que du box, que du nettoyage. Je n'ai pas monté du tout. De l'esclavage, c'était ça. Si c'est ça le monde du cheval, ça te décourage un peu. Tu te dis, tu vas avoir un employeur sur 10 qui va être bien, et du coup, ouais, ça décourage vachement. Donc, il y a ce discours qui est mis en avant par les élèves en terminale, celui du sentiment d'être exploité durant les stages et de faire le sale boulot. C'est-à-dire de faire des activités de nettoyage, des activités qui, en fait, relèvent de la nature agricole des métiers. Et cette expérience du sale boulot, elle est aussi à mettre en parallèle avec le fait que les élèves ont en fait peu d'occasions de monter à cheval. Et si elles mettent l'accent sur ce sale boulot, c'est parce que, en réalité, le temps de la formation consacré à l'apprentissage technique de l'équitation est plutôt réduit dans la formation. Il est généralement de 2 heures par semaine dans le lycée agricole. Et en stage, en fait, elles ont peu l'occasion de monter à cheval et donc de faire réellement ce qui les intéresse de l'équitation. Et donc, il y a ce décalage entre leur perception du monde professionnel et elles, leurs aspirations. Et donc, si elles mettent l'accent sur ce sale boulot, c'est parce que parallèlement, elles font peu l'expérience de la pratique de l'équitation. Euh, et donc, elle raconte aussi, je ne vais pas vous lire, peut-être pas vous lire tous ces extraits, mais que voilà, c'est aussi une expérience fatigante, le fait de travailler à soulever, à déplacer des objets ou l'alimentation des chevaux. Euh, et donc, un des aspects aussi qu'elles rencontrent du fait du sale boulot, c'est que leur corps est mis à l'épreuve. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose qu'elles ont déjà rencontré par le passé, par la pratique de l'équitation en club, mais ce travail de nature agricole va en fait amplifier les effets sur leur corps du travail et ce qui va aussi favoriser cette situation de désenchantement. Alors, il y a aussi la question des chutes à cheval qui reviennent fréquemment et qui sont aussi une source d'abandon et de doute pour les élèves qui n'ont pas fait de chute, mais qui voient leurs camarades de classe voilà, arrêter, abandonner la formation à cause de blessures. Alors bien sûr, là aussi, c'est quelque chose dont elles ont pu déjà faire l'expérience au cours de leur formation, et au cours de leur expérience antérieure de l'équitation en club, mais du coup, ces blessures elles vont aussi réactiver des souvenirs anciens au cours de leur enfance où elles ont pu observer des chutes de la part de leurs collègues. Alors, ce qui revient aussi souvent dans les entretiens, c'est qu'elles ont aussi une représentation du lycée agricole comme un lieu qui serait une usine à cheval parce que, comme je le disais en introduction, les élèves, en fait, ce ne sont pas uniquement les élèves en bac pro CGEH qui montent sur les chevaux qui sont présents dans le lycée agricole, c'est en fait la plupart des élèves dans le lycée agricole qui ont l'occasion d'avoir des activités équestres par le jeu des options proposées dans les autres formations. Et il y a cette idée, cette dimension un peu industrielle, cette représentation de la part des élèves que le lycée agricole, en fait,
ne se préoccupe pas du bien-être des chevaux. C'est aussi quelque chose qu'elle rencontre en stage. En tout cas, c'est leur vision qu'elle peut avoir du lycée agricole et qui vient amplifier ce désenchantement. Je prends par exemple le cas de Félicia. Félicia, elle décide de partir en CAP accompagnant éducatif petite enfance, donc ce qu'on appelait avant le CAP petite enfance, après la terminale. Elle dit j'arrête le cheval parce que je veux en faire que ma passion maintenant, après avoir réfléchi, être au lycée pendant 3 ans avec des chevaux tous les jours. Les chevaux ici sont trop montés, ça m'a un peu dégoûté. C'est une usine en fait. Du coup, je me suis dit que si c'est comme ça tout le temps, moi, je veux leur offrir une belle vie, travailler de temps en temps et pas 4 heures par jour, plus rien à voir avec les chevaux, travailler avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose que l'on a pu observer dans les différentes enquêtes, c'est que les chevaux ont aussi des blessures et il y a aussi des décès de chevaux, ce qui crée des crispations et des tensions entre les familles et les lycées agricoles. Et dans une de mes enquêtes, il y avait des familles, des parents d'élèves qui s'étaient plaints auprès d'un établissement après la mort de plusieurs chevaux. Et donc, ça avait créé des tensions entre les familles et le lycée. En tout cas, ça ne veut pas dire du tout que les lycées agricoles ne se préoccupent pas du bien-être des chevaux. C'est simplement une représentation qu'ont les élèves et qui est liée aussi au décalage avec leur expérience antérieure. Et donc Félicia, elle rajoute, les chevaux sont trop montés. J'ai même plus le plaisir de monter dessus. Dès qu'on monte dessus, ils ont le dos, ils se plient et tout. En plus, les selles ne sont pas du tout adaptées à eux. Il y a 3 décès par an parce qu'ils sont morts de coliques, des trucs comme ça. Tous les soirs, il y a la section. À propos des chevaux cassés, tout le monde pense comme moi. Il y a une élève qui est allée voir monsieur le proviseur en disant qu'il faut peut-être changer les chevaux. En fait, ils sont tout cassés. Elle a été punie parce que d'après eux, ce n'est pas vrai. Mais quand tu vois, il y a un cheval qui est décédé il n'y a pas si longtemps, une jument de sport, qui faisait 5, 6 heures par jour. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que du coup, les lycées agricoles, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des jeunes chevaux, donc ils vont récupérer parfois des anciens chevaux, des chevaux en fin de vie, et donc c'est ce qui va aussi être une source de blessures et de décès du fait de ne pas pouvoir en fait finalement, comme un centre équestre, avoir des jeunes chevaux qui coûtent plus cher. Un autre facteur du désenchantement, c'est le fait qu'elle découvre qu'en fait, c'est pas seulement un bac qui est de nature agricole, c'est aussi un bac qui est centré sur les activités de gestion et de comptabilité de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui n'était pas forcément attendu de leur part. Et elle découvre que le temps consacré à ces enseignements de comptabilité-gestion est 2 fois plus important que la pratique de l'équitation. Et donc, du coup, elles comprennent qu'elles vont pas avoir un niveau technique suffisant pour prétendre au métier de monitrice ou en tout cas pour préparer le BPGEPS. Et donc, j'ai interrogé récemment une ancienne élève, par exemple, qui a abandonné le BPGEPS au bout d'1 mois seulement et qui ensuite s'est engagée dans d'autres métiers. Cet enseignement de comptabilité et gestion, il permet en même temps aux élèves de se projeter dans d'autres métiers. Et c'est-à-dire que ces compétences en comptabilité-gestion, elles vont pouvoir les transférer dans d'autres secteurs professionnels et notamment dans d'autres secteurs dans le champ commercial. Par exemple, je pense au cas d'une ancienne élève qui, elle, après son bac pro CGEH, a travaillé dans une entreprise de vente de poils et elle est aujourd'hui à la tête elle est chef d'entreprise à la tête de cette entreprise de vente de poêles pour le chauffage. Et alors, il y a un autre facteur de désenchantement, c'est qu'elle fréquente un milieu plutôt où la compétition est très développée
et où parallèlement, elles ont peu de possibilités d'installation liées au fait de ne pas avoir de capital économique. Donc, elles ont du mal aussi à se projeter dans la fonction de responsable de centre équestre, même si le bac pro est plutôt généraliste et ouvre à d'autres métiers que celui-là. Elles comprennent que ben, ça va être presque impossible pour elles de devenir responsable d'un centre équestre. En tout cas, à l'issue de la formation, euh, elles ont 18 ans et donc elles ne sont pas en mesure de prendre ce type de responsabilité. Et donc, il y a aussi un décalage entre ce bac pro et les métiers que l'on peut envisager après, directement après la formation. Alors, je vais peut-être passer rapidement parce que je présume que j'ai dépassé mon temps. Euh, et donc, du coup, il y a aussi une dimension importante, c'est que les élèves qui sont interrogés, elles sont plutôt issues des classes populaires, elles sont peu dotées en capital économique. Et celles qui vont continuer à se projeter dans les métiers équestres, ce sont celles qui, en fait, ont plus de ressources économiques et qui sont aussi les élèves qui ont les meilleurs résultats scolaires. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que leurs compétences, en fait, elles vont pouvoir les transférer dans d'autres secteurs professionnels. Un autre aspect de ce désenchantement, c'est le sentiment que ce diplôme n'est pas reconnu par le milieu professionnel. Et c'est vrai que lorsqu'elles sont en stage, en fait, elles fréquentent très peu de titulaires du bac pro CGEH. Et moi-même, quand je suis allé dans des centres équestres ou dans des entreprises équestres, eh bien, il n'y avait pas de titulaire de ce bac pro CGEH, ce qui conduit à renforcer cette thèse du désenchantement qui est aussi liée a sans doute une forme d'inadéquation importante entre ce bac pro CGEH et les possibilités d'emploi en lien avec ce bac pro. Euh, et donc, je vais terminer par là, par préciser que malgré tout, mes interrogations elles portent aussi sur les conditions du maintien de la projection dans l'univers professionnel du cheval, c'est-à-dire que je cherche à comprendre les configurations plus minoritaires qui permettent aux élèves de malgré tout se projeter dans cet univers et une des dimensions importantes, c'est le fait que celles qui maintiennent leur projection, ce sont celles qui sont issues du milieu équestre, c'est-à-dire qui ont des membres de leur famille qui sont directement des professionnels de ce milieu. Et donc, ces élèves-là ne font pas cette expérience d'un décalage important entre leur expérience antérieure du milieu et la formation. Il faut dire aussi que cette connaissance du milieu équestre leur permet de trouver les bons lieux de stage pour ne pas se retrouver dans cette situation qui est décrite par les autres, qui est celle de réaliser le sale boulot. Donc, elles savent aussi se placer dans de trouver les bons maîtres de stage pour pouvoir avoir une expérience plus positive des stages. Elles sont aussi plus engagées dans les activités de compétition et donc, si elles n'ont pas une connaissance du travail agricole, elles ont par certaines dimensions des compétitions équestres un certain rapport au cheval qui va contribuer à maintenir leur projection. Et donc ça, c'est aussi important, cette dimension compétitive du cheval, qu'elles ne vont pas rejeter, contrairement aux autres élèves, la majorité des élèves qui ont un rapport plutôt hédoniste, en fait, au cheval. Et
aussi une source de motivation, c'est le fait d'avoir en fait un projet vraiment spécialisé, très construit. Par exemple, une élève dans l'équithérapie qui, elle, vraiment voulait s'engager autour des activités de soins avec le cheval. Et là, l'expérience du mal-être animal va plutôt renforcer dans le lycée et en stage, va plutôt renforcer en fait ses dispositions à travailler autour des questions de santé et de cheval. Et donc, certaines spécialisations professionnelles et la pratique de la compétition va permettre en fait à une partie des élèves pour qui le décalage entre la pratique antérieure de l'équitation et le monde professionnel va être beaucoup plus réduit. Et c'est ce décalage qui va permettre de maintenir la projection. Et parmi ces élèves, on retrouve aussi les garçons qui, dans les études auxquelles j'ai participé, gardent leur projection dans les métiers du cheval, notamment aussi parce qu'ils sont engagés dans les activités de compétition. Je pense aussi, parmi les spécialisations professionnelles, il y a le monde du cirque qui intéresse particulièrement les garçons. Alors, euh, parmi mes questionnements, je vais terminer par là. Euh, je m'interroge notamment sur l'effet établissement et dans quelle mesure, dans ce secteur de formation, il n'y a pas des enjeux d'établissement euh, qui auraient une meilleure réputation que d'autres, qui disposeraient par exemple de centres équestres qui sont plus réputés que d'autres et aussi s'il n'y aurait pas un effet local, géographique, régional, qui jouerait aussi sur eh bien, cette projection dans les métiers. Et dans ces effets d'établissement, je m'interroge notamment savoir si l'enseignement privé n'est pas aussi plus valorisé que l'enseignement public. Parce que ce que j'ai compris, c'est que les lycées agricoles privés avaient plus de moyens pour avoir un centre équestre plus performant. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment ou pas à une échelle plus générale? C'est aussi un de mes questionnements. Et en fait, ce que j'observe, c'est que les élèves, en fait, elles semblent exercer en stage des activités qui correspondent en partie euh, à ce que pourrait être le travail de palefrenier sans réaliser les activités de soins importantes. Et donc, je m'interroge de savoir si, en fait, il n'y a pas un effet de concurrence avec d'autres diplômes, et notamment le CAP palefrenier-soigneur, qui est peut-être plus valorisé par la profession que ce bac pro CGEH, qui est moins directement en lien avec des activités professionnelles, puisque les centres équestres n'ont pas nécessairement besoin de personnes formées en comptabilité-gestion au-delà des responsables des centres équestres. Et donc, est-ce que, en fait, ce bac pro, il ne souffre pas aussi d'une concurrence de l'apprentissage et notamment des CAP qui seraient peut-être plus valorisés dans ce secteur? Voilà, je vous remercie. Je m'excuse par avance pour le dépassement sans doute de mon temps. Pas de problème. Merci beaucoup, Joachim. C'était très très intéressant, très très dense, très riche. Je vais peut-être laisser d'abord Bernadette ou Hélène poser des questions si elles en ont, et puis moi je compléterai. Moi, j'ai plein de questions, si c'est possible. Mais vas-y, Hélène, Ouais. alors. On y va Bah, là. du coup, merci beaucoup, Joachim, pour votre présentation. Il me semble qu'on avait présenté dans le même panel au congrès de la FS l'année dernière. Mais bon, c'est l'occasion d'avoir à nouveau une discussion passionnante. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment intéressante. Moi, ça fait pas mal écho à mon travail de recherche et mon travail est à côté puisque je travaille en fait dans un lycée agricole où on propose des bacs pro CGEA et une option hypologie équitation.
Donc, on n'appelle pas de pro CGEH, mais par contre, on a l'autre bac pro agricole avec l'option et on n'a pas le centre équestre sur place. En fait, les élèves vont dans un centre équestre privé pour pratiquer une fois par semaine, enfin 2 heures, et le moniteur de ce centre équestre vient au lycée faire les cours théoriques d'hypologie une fois par semaine. Donc, c'est vraiment une organisation qui est spécifique. Et du coup, j'avais une interrogation par rapport à ça. Les lycées agricoles qui disposent d'un centre équestre sur place, en fait, qui s'en occupe de ce centre équestre? Comment est-ce que c'est géré? Parce que vous avez dit qu'il y avait pas mal de problèmes de bien-être animal, de renouvellement de la cavalerie, voilà, peut-être de conditions d'hébergement, etc. Peut-être que c'est des centres équestres qui sont relativement vétustes, des installations en tout cas. Et voilà, j'aurais aimé savoir un petit peu qui était responsable finalement des installations et de la cavalerie, la formation que ces personnes avaient et l'implication de ces personnes responsables du centre équestre dans la formation des élèves. Est-ce que voilà, ce sont eux qui donnent les cours euh, parce que ça peut avoir des incidences aussi du coup sur le contenu et la forme de la formation et la réception de la formation par les élèves. Sachant que ça fait un peu, à la fin de votre conclusion, votre ouverture sur le public privé, ça fait un petit peu écho à justement le lycée où je suis, parce que nous, on a une exploitation du coup en bovin laitier, et en fait, c'est une exploitation qui est extrêmement vétuste, dans laquelle on n'arrive pas du tout à recruter de personnel, on a une très grosse accidentologie, enfin, c'est vraiment très compliqué à faire vivre en fait une exploitation agricole sur un lycée agricole public. Donc, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait dans le cas où l'exploitation était une exploitation équestre. J'ai d'autres questions, mais je fais un peu vite. Sinon, je dis peut-être toutes mes questions, comme ça, c'est peut-être plus simple. Euh, je voulais savoir aussi s'il était prévu de faire entrer dans les enquêtes un questionnement sur les tuteurs et tutrices de stage, puisque ce sont eux et elles qui finalement font accéder les élèves aux réalités du métier. Et moi, j'ai observé dans les enquêtes qu'on a des réalités extrêmement diverses, en fait, aussi bien dans le métier en tant que tel que dans l'appréhension de l'élève, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut lui faire faire, qu'est-ce qu'il faut lui faire apprendre, qu'est-ce qu'on attend de lui ou d'elle, etc. Et également sur la formation de ces tuteurs et tutrices de stage, puisque leur propre formation, leur propre expérience finalement du monde équestre et de la formation professionnelle va peut-être jouer sur la manière dont ils reçoivent les élèves en formation chez eux et elles. Et ma dernière question, c'est plutôt une remarque, c'est également ce que j'ai observé moi dans ma recherche, c'est qu'il y a un énorme paradoxe sur l'installation ou l'activité salariée. C'est-à-dire que dans le secteur équestre, en fait, l'aspiration euh, consensuellement partagée est une aspiration à l'installation. Et en fait, donc bien souvent, on commence par être salarié, puisque c'est finalement la manière d'avoir un métier, hein. Et ensuite, il y a toujours l'aspiration à l'installation, alors même que les acteurs sont conscients des difficultés inhérentes au fait d'être gérant ou gérante de sa propre structure. C'est-à-dire que moi, j'ai des salariés qui me disent, de toute façon, là, je veux m'installer. Là, je sais que pour l'instant, je fais 35 heures, j'ai mon salaire, c'est facile, c'est agréable, j'ai le temps de monter à cheval, je fais mes cours et ensuite je m'en vais. Mais à terme, je veux m'installer. Je sais que ce sera difficile, je bosserai 80 heures par semaine, j'arriverai pas à me tirer un SMIC, mais je veux quand même faire ça. Et moi, ça me paraît bizarre. Donc, en fait, je voulais savoir un petit peu si on observe déjà en formation ce truc-là de ne pas vouloir être salarié du fait des conditions de salarié qui sont extrêmement dégradées, dont on fait la première expérience en stage. Voilà, comment se fait cette socialisation à la volonté d'installation finalement qui est toujours la panacée, quoi. Voilà, j'ai reçu une question. Merci beaucoup. Ben, merci. En fait, bon, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, moi, les enquêtes auxquelles j'ai participé, elles sont réduites essentiellement à la réception du discours des élèves. Et donc, on a essentiellement fait des entretiens avec les élèves et avec quelques enseignants, mais ça a été une difficulté d'aller sur les lieux de stage. Moi, j'avais contacté plusieurs centres équestres, mais aussi des entreprises équestres. Et en fait, la plupart des entreprises n'ont pas répondu en fait à mes sollicitations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que en fait, il y a un décalage quand même entre dans les enquêtes auxquelles j'ai participé, entre les établissements, les lycées agricoles et les maîtres de stage. Donc, j'en ai interrogé quelques-uns et eux, ils étaient vraiment dans le rejet.
du bac pro CGEH. C'est un bac pro qui ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas besoin d'experts en comptabilité gestion on le fait nous-mêmes. Les élèves, elles sont en difficulté scolaire. Elles sont pas assez performantes dans le travail euh, et elles ont une vision enchantée du monde du cheval. Et donc, en fait, alors, je ne sais pas si c'est vraiment partagé par l'ensemble des maîtres de stage, mais il y a un peu cette vision-là, finalement, que ces élèves, en fait, elles sont dans une vision enchantée du cheval. Et justement, le fait de leur attribuer du sale boulot, c'est les mettre à l'épreuve, en fait, de cette euh, face à leurs contradictions. Alors, du coup, ce qui a aussi été une difficulté, c'est que les centres équestres, en fait, ou les établissements équestres, en fait, ils connaissent pas bien non plus ce bac pro CGEH. Et pour eux, c'est avant tout aussi de la main-d'œuvre, en fait, gratuite pour pouvoir, eh bien, éviter d'avoir des salariés supplémentaires. Et donc, ça, c'est aussi une dimension économique très importante en fait. Cette formation, elle sert avant tout l'économie en fait du secteur du cheval. Elle répond plus à si les professionnels aussi sont favorables à son maintien, c'est parce qu'elle répond avant tout à ces enjeux-là d'une main-d'œuvre en fait qui va exercer du travail de manière gratuite. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est non plus spécifique au secteur du cheval et qu'on retrouve en fait dans plein d'autres milieux professionnels. Simplement, eh bien, c'est cette dimension-là économique en fait qui apparaît comme plus importante que finalement les savoirs transmis par le lycée qui sont en fait déconsidérés par les entreprises où que j'ai pu me rendre. Alors, mais il y a, comme tu l'as souligné, il y a aussi une très forte hétérogénéité en fait du secteur et donc il faudrait aussi euh, comparer parce que le centre équestre, du coup, ça peut renvoyer à des réalités très différentes. Il y a aussi la question de l'élevage, la filière de l'élevage qui est très différente des activités d'enseignement qui intéressent les élèves. Donc en fait, voilà, il faudrait peut-être davantage travailler autour de cette hétérogénéité du secteur et voir aussi, parce qu'il y a sans doute aussi des professionnels qui ont aussi une vision du cheval qui est sans doute plus proche des élèves. Et notamment, je pense à une alors j'ai dit que les élèves ont pas, souvent ils n'ont pas de parents dans le milieu équestre, mais il peut avoir quand même des membres de leur famille ou de leur entourage qui travaillent dans ce milieu. Et je pense notamment à une tante d'une élève qui a, en fait, elle a un gîte et dans ce gîte, elle a aussi des chevaux. Et donc, du coup, elle est aussi identifiée comme un lieu de stage possible par les élèves. Donc, ça n'a rien à voir avec l'expérience du centre équestre. Donc, il y a une très forte hétérogénéité sur laquelle ouais, il faudrait travailler. Euh, mais du coup, ça a été un obstacle de pouvoir enquêter auprès du milieu professionnel. Et il y a une dimension aussi importante, c'est que j'avais participé à une étude sur la question des rapports de genre, qui était en fait l'entrée de l'étude, c'était les inégalités de genre dans différentes formations et notamment dans le bac pro CGEH. Et c'est vrai que ben ça, les maîtres de stage n'étaient pas du tout réceptifs à cette question de la place des filles et des garçons dans ce milieu. Et parce qu'il y a aussi une dimension de sexisme aussi qui peut se jouer. Les directeurs de centres équestres sont plus souvent des hommes que que les élèves. Et donc ça aussi, ça joue, ces questions des rapports de genre, ça joue aussi sur le fait qu'ils ont peu
ils n'ont pas accepté en fait de répondre à mes questions. Alors, la question des aspirations à l'installation, euh, en fait, effectivement, les élèves elles se projettent d'abord avant tout comme monitrices d'équitation, mais avec cette idée que derrière, ensuite, elles prendront la tête en fait d'une entreprise ou d'un centre. Et parce que aussi, il y a une logique liée au fait que être monitrice d'équitation, elles savent qu'elles vont pas pouvoir le faire toute leur vie. Et donc, il y a aussi cette idée de progression dans la carrière qui les intéresse. Et justement, l'enseignement de comptabilité-gestion va leur permettre, en fait, de développer cette aspiration à l'indépendance professionnelle, la volonté d'être chef d'entreprise dans d'autres secteurs professionnels. Et c'est pour ça que je parlais de transférabilité de compétences, de savoir-faire en matière de gestion, même si du coup ça ne correspond pas à leurs attentes initiales, à leur représentation du monde professionnel équestre. Elles vont transférer ces compétences qui sont en fait les plus importantes dans ce bac pro pour s'engager dans d'autres secteurs professionnels. Et c'est justement là, j'essaye de faire des entretiens avec des anciens élèves, des titulaires du bac pro CGEH d'il y a une dizaine d'années, pour voir en fait ce qu'elles sont devenues ensuite. Et eh bien, c'est vrai qu'elles sont attirées par le fait de travailler dans le milieu du commerce et de devenir chef d'entreprise. Donc ça, c'est une aspiration qui est forte et qui est liée aussi à leurs origines sociales, au fait d'être dans un milieu où elles fréquentent des petits indépendants par le biais de leurs parents, mais aussi leur entourage familial. Et donc, il y a une aspiration à l'indépendance qu'elles ne peuvent, dont elles comprennent qu'elles ne vont pas pouvoir, qu'elles ne vont pas réaliser dans le milieu équestre, du fait aussi de l'absence de capital économique. Et, et elles voient bien que de toute façon, à 18 ans, elles ne pourront pas parvenir à réaliser cela. Et donc, elles vont aussi voilà, s'orienter dans d'autres milieux professionnels. Euh, sur la question des centres équestres et de qui en fait prend en charge les centres équestres dans les lycées. Là, j'ai peu d'informations, mais il me semble que c'est comme pour les exploitations agricoles, les lycées, il y a un directeur d'exploitation, comme il y a un directeur de centre équestre qui prend en charge voilà, la gestion de l'exploitation et qui en même temps assure des cours. Et il me semble que les enseignements pratiques sont aussi assurés par les enseignants des lycées agricoles qui peuvent aussi assurer à la fois des cours d'équitation, mais des cours plus théoriques. Et donc, il faudrait s'intéresser en fait, aux trajectoires socio-professionnelles de ces enseignants et ça, malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de le faire. Euh, alors, on pourrait penser que ces fonctions, elles sont aussi occupées par des personnes qui se réorientent après une expérience en centre équestre et qui se réorientent dans l'enseignement après quelques années d'exercice pour différentes raisons. Ça peut être des raisons liées aussi à la question de la gestion de leur emploi du temps, notamment des contraintes familiales qui peuvent en fait orienter les enseignants vers l'enseignement en lycée agricole plutôt que le travail en centre équestre. Je pense par exemple aux femmes qui ont des enfants en bas âge. Ça aussi influence la sortie et l'entrée dans l'enseignement en lycée agricole. Aussi, je pense au cas d'un enseignant qui, lui, avait eu une blessure quand il travaillait en centre équestre et qui ensuite s'est reconverti dans l'enseignement aussi pour cette raison-là, parce qu'il ne pouvait plus, en fait, travailler. Donc, moi, c'est une de mes interrogations et notamment
de voir, parce que tu as dit que voilà, c'était très difficile dans le lycée public de maintenir une exploitation agricole. Et c'est vrai que ben, ça, c'est aussi quelque chose, sans doute à creuser, cette opposition entre privé et public, euh, puisque dans l'enquête auquel j'ai participé, il y avait un lycée privé et deux lycées publics. Et le lycée privé euh, offrait aux élèves euh, une durée d'enseignement en équitation plus importante que les lycées publics. Et donc, ils parvenaient, aux enseignements locaux, il y a une part dans l'enseignement qui est laissée c'est les lycées qui ont la possibilité en fait de choisir, d'organiser un enseignement local. Et par ce biais-là, le lycée privé augmentait le temps d'équitation et c'est l'enseignement du débourrage qui était isolé du temps d'activité équestre, qui était isolé de ce temps-là pour permettre d'augmenter le temps en fait sur le centre équestre. Et donc, ça, c'est sans doute voilà, une ligne de clivage qui existe entre le privé et le public. Et donc, par rapport à cette pratique du débourrage, ce qui était à souligner, c'est que du coup, les élèves dans le lycée agricole public ne pratiquaient pas le débourrage. Et donc, notamment du fait que les chevaux étaient plutôt âgés. Et comme le lycée agricole public n'avait pas les moyens d'acheter des jeunes chevaux, en fait, contrairement au lycée agricole privé, qui pouvait, lui, proposer l'activité de débourrage aux élèves. Et donc, ce qui faisait que les élèves du lycée agricole public ne faisaient pas l'expérience du débourrage, qui est quand même une activité centrale dans l'élevage. Et donc, il faut mettre ça en parallèle au fait que dans les stages, ils avaient peu cette possibilité-là également. Donc, en tout cas, que ça variait aussi selon le lieu de stage. Et donc, il y avait ce clivage qui apparaissait entre le privé et le public qui mettait en évidence le fait qu'en fait, dans le privé, il y avait certains avantages, peut-être financiers, qui permettaient d'avoir des chevaux plus jeunes et donc de pouvoir faciliter la pratique du débourrage. Alors, est-ce que c'est une différence qu'on l'on retrouve d'une façon générale? Ça je ne sais pas, mais il y a sans doute aussi au sein des établissements publics une hiérarchie aussi entre les établissements, selon aussi des formes de prestige symbolique, l'ancienneté de l'établissement et la région aussi de localisation de l'établissement public. Donc, il ne faudrait pas opposer mécaniquement public et privé, mais voir les différences aussi au sein même du public. Et dans le privé, il y a aussi sans doute des clivages. Je pense par exemple au MFR ou au lycée agricole privé, où on pourrait sans doute observer des différences. Et donc, moi, une de mes interrogations, c'était aussi de savoir si l'apprentissage n'était pas plus valorisé aussi dans ce milieu ou l'alternance que le modèle du lycée professionnel où les élèves ne passent que 10 semaines de stage. Et voilà, si ce n'était pas plutôt ce modèle-là, et notamment le CAP palefrenier-soigneur, qui n'était pas plus valorisé que finalement ce bac pro CGEH. Je n'ai pas forcément répondu à la question de savoir finalement qui étaient les directeurs d'exploitation, mais voilà, ou les enseignants, mais c'est effectivement, ça serait intéressant de travailler là-dessus. Ce qu'il faut juste préciser, c'est qu'en fait, il n'existe aucune étude approfondie sur les professeurs des lycées agricoles. Et ça, c'est quelque chose de très... moi, j'ai fait ma thèse sur les moniteurs et les monitrices de MFR. Donc, j'ai rencontré comme ça quelques cas de monitrices qui s'étaient engagées dans l'enseignement agricole avec la pratique de l'équitation. Mais en fait, il n'existe pas d'études sociologiques qui étudient les carrières professionnelles dans les lycées agricoles parce que ben, les travaux, ils se focalisent vraiment sur l'enseignement général
Et les travaux sur l'enseignement professionnel, ils n'ont pas intégré ces espaces-là parce qu'il y a un prisme très urbain, en fait, dans la sociologie de l'éducation. Donc, effectivement, en fait, moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait des travaux sur les carrières professionnelles, voilà, des enseignants en lycée agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernadette. Si tu as des questions. Alors, moi, je suis pas du tout connaisseuse dans ce domaine. J'ai un point de vue tout à fait distancié. Ce qui me frappe dans votre analyse et dans votre exposé, c'est la récurrence de la question du décalage et l'incroyable système de tension dans cet univers que vous explorez, tant d'un point de vue de la formation que d'un point de vue de l'apprentissage. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, les séjours en stage et la difficulté à, à faire son travail correctement, alors que d'un autre, c'est la problématique pour moi, la problématique du travail, de la qualité du travail et du bien-être aussi bien des personnes que du point de vue des chevaux. Et donc ce serait un autre prisme, mais là aussi il y a un décalage qui me paraît saisissant entre le concret de ces parcours de formation, mais aussi de transmission euh, dans le monde des lycées agricoles aussi bien que dans le monde des centres hippiques. Et puis, cette idéologie qui prend de l'ampleur dans la société sur la question du bien-être animal. Alors, il y a eu une incidente dans votre, vraiment une incidente, hein, vous y avez touché à peine. C'est peut-être un symptôme, c'est-à-dire que c'est une dimension une difficulté supplémentaire ambiante dans la société. Il y a une pression grandissante et que l'ensemble des filières du cheval prennent vraiment en considération, quelles que soient les sphères professionnelles. Euh, c'est déjà tellement difficile de gagner sa euh, aussi bien pour les professionnels côté humain que les professionnels côté animaux. La question du bien-être dans le travail, on ne peut même pas s'en emparer, quoi. Alors là, c'est une première réflexion générale, d'où j'en déduis que ben, votre enquête, elle n'est pas facile, hein, parce qu'il y a des blocages de tous les côtés, des verrouillages. Et ça commence par le ministère, hein. Comment vous interprétez le fait que le ministère refuse de répondre à votre demande? Et d'autre part, ben, la difficulté d'enquêter, notamment dans les centres équestres, ben, enfin partout en fait, parce que partout c'est très très difficile. Et moi j'avoue, euh, la fédération, quand on va dans leur super centre en Sologne, là, on a une impression de luxe absolument ahurissante. Je ne sais pas si vous avez pratiqué les lieux les uns et les autres. Et il y a un décalage inouï avec le quotidien des clubs hippiques. Là aussi, on est dans de la discordance, hein. Une dernière remarque qui est liée à ce que je viens de dire, c'est comment restituer, parce que moi, je suis ethnologue. Donc la question de la restitution, elle est centrale, vitale, morale, je dirais. Enfin, il y a une éthique plutôt de la restitution. Et là, comment vous vous débrouillez? Bon, vous avez donné des éléments dans votre exposé que je trouve d'une clarté magnifique et très très riche aussi, très éclairant. Euh,
la restitution, comment faire passer, bon, là encore, on a bien compris que les maîtres de stage ne veulent rien savoir, en gros, hein, parce que ça en rajoute une couche dans leur quotidien extrêmement laborieux et sous tension perpétuelle sur tous les plans, hein. Il n'y a pas que le physique, hein, il y a vraiment la pression affective, mentale, psychologique, enfin, tout ça, quoi. Voilà. Alors, merci. Alors, bah, c'est plus des remarques que des questions, même si j'ai retenu plusieurs éléments. Euh, alors, sur la question du bien-être, en fait, à la fois des personnes et des chevaux, en fait, c'est quand même quelque chose auquel elles sont confrontées dès le début de leur pratique de l'équitation. Et donc en club, même durant l'enfance, elles sont aussi quand même directement confrontées à ces questions-là. La question du bien-être des personnes, même des monitrices d'équitation. Et donc, elles racontent qu'elles ont eu des échanges durant leur adolescence avec les monitrices d'équitation qui leur ont plutôt incité à ne pas s'engager dans cette filière professionnelle, et y compris dans ce bac pro. Et donc, même la confrontation avec des personnels qui peuvent être en souffrance, eh bien, fait que les élèves maintiennent en fait quand même leur projection. Et c'est seulement après avoir fait l'expérience du travail de nature agricole que là, elles vont réinterpréter ces échanges antérieurs avec les monitrices d'équitation comme finalement des éléments qui vont contribuer à cette volonté de désengagement du secteur. Et donc, c'est pas tellement la question du... En fait, elles sont confrontées dès le départ à ces questions du bien-être des personnes et des chevaux, mais elles vont tout de même s'engager dans ce secteur parce qu'elles ont une forme d'illusion liée au fait, à leur expérience quand même profane de l'équitation en club et cette aspiration, voilà, à la relation avec l'animal. Et Elles c'est ça, idéalisent. comment? Elles idéalisent. Voilà, elles idéalisent et elles tiennent aussi, euh, voilà, elles accordent de l'importance au fait de prendre soin des chevaux. Et c'est quand même aussi une norme professionnelle dans ce secteur, le fait de prendre soin du cheval qui est valorisé par les professionnels. Et notamment le fait de nettoyer les box, de prendre soin du cheval après l'avoir monté. Donc, il y a euh, euh, cette question du bien-être en fait du cheval. C'est aussi quelque chose qui les porte et qui renvoie à une compétence professionnelle attendue euh, chez les professionnels qu'elles ont rencontrés. Et simplement, c'est le fait d'être vraiment confronté à la nature agricole du travail et à toutes les contraintes qui pèsent sur elle, notamment aussi en termes d'emploi du temps parce qu'il y a une différence entre le fait de pratiquer l'équitation 2 heures par semaine dans son club et de passer en fait toute la journée, toute la semaine dans un centre équestre à nettoyer les box, nourrir les chevaux. Donc il y a aussi un décalage lié à l'expérience temporelle de l'équitation et le fait de se retrouver comme ça en stage confronté au travail agricole, c'est ça qui va produire cette rupture. Donc c'est plutôt non pas dans la confrontation avec le mal-être des personnes et des chevaux, confrontation qu'elles ont par ailleurs déjà connue dès le début en fait de leur pratique, mais c'est plutôt la confrontation avec les activités de nature agricole et le fait finalement de réaliser ces tâches agricoles qui va les conduire vraiment au désenchantement. Et du coup, à mettre l'accent sur cette question du mal-être animal. Et donc ça, c'est aussi une source de tension, cette question, j'ai peut-être pas suffisamment souligné, mais entre les familles des élèves et les établissements,
Notamment dans les lycées publics, moins dans le lycée privé. Dans un établissement public, il y a les parents qui ont écrit un courrier en fait collectif au directeur de leur établissement pour se plaindre en fait du traitement des chevaux à la suite du décès de plusieurs chevaux dans l'établissement. Il y a une élève qui allait aussi se plaindre auprès du directeur et cette élève, elle se serait fait sanctionner en fait. Voilà, et donc par le directeur. Alors, du coup, c'est vrai que cette question du bien-être animal, elle est en même temps une compétence attendue de la part des professionnels. Donc, ce n'est pas tellement finalement un décalage entre une compétence professionnelle attendue et le positionnement des élèves. Euh, c'est plutôt le fait qu'en fait, les lycées agricoles, ils n'ont pas les moyens d'avoir une véritable centre équestre et ils vont avoir des chevaux plutôt âgés. Et donc, ce qui va en provoquer ces blessures et ces décès et donc renforcer le sentiment que, en fait, ils ne s'occupent pas bien des chevaux. De Et c'est ce qui l'exploitation, quoi. voilà. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant par les élèves, d'où l'expression de l'une d'entre elles que j'avais, je sais pas si j'en ai, il me semble que je l'avais cité, d'une usine à cheval. Oui, Et c'est oui. un peu ça l'image que les élèves ont. Donc, en même temps, euh, pour certaines d'entre elles, cela va renforcer la volonté de s'engager quand même dans le milieu professionnel. Je pense à une élève qui, elle, voulait faire de l'équithérapie. Et le fait d'être confronté à un univers professionnel qui, selon elle, ne prend pas bien soin du cheval, va renforcer sa volonté de travailler pour changer, en fait, le secteur. Donc, il y a quand même cette idée que ça peut avoir un effet positif, finalement, d'être confronté à cette question de l'usine à cheval. Ça peut avoir un effet positif si on a des dispositions pour s'engager dans la question de la santé. C'est chez ces élèves-là que la question aussi de l'alimentation, des choix alimentaires, du véganisme aussi surgit. C'est voilà, un élément important. C'est une question qui traverse l'enseignement agricole au-delà du cheval, la question du bien-être animal, de l'alimentation. Dans les formations agricoles, on retrouve aussi ce clivage-là. Euh, voilà. Il y a vraiment, voilà, c'est à la fois une source de tension, cette question du traitement du cheval, et en même temps, ça peut être un outil de construction, d'aspiration au changement porté par des élèves qui sont engagés sur les questions de bien-être animal. Alors, il y avait la question de la réception aussi que vous aviez posée sur le comment, en fait, vous voulez dire, euh, euh, en fait, parler de ces résultats aux Oui, la professionnels. restitution. La restitution. Alors, en fait, Euh, ça, c'est une question très importante parce que, et au-delà du cas du cheval, moi j'ai travaillé sur la question de l'agroécologie dans l'enseignement agricole et les résistances des élèves face à des savoirs agroécologiques qui sont plus en rupture avec le modèle conventionnel. Euh, qui sont pas des réponses uniquement d'ordre technologique, numérique la question du changement climatique. Et en fait, tout de suite, lorsque j'évoque ne serait-ce que le fait de travailler sur les résistances des élèves, tout de suite, ça provoque des tensions et y compris d'ailleurs chez une partie des professeurs de l'enseignement agricole, même si certains sont plus ouverts voilà, à la discussion.
il y a le sentiment d'être attaqué, qui revient beaucoup aussi dans le milieu agricole, à travers la notion d'agribashing portée par la FNSEA. Et dès qu'on critique en fait certaines dimensions, on peut se sentir attaqué parce que ça renvoie pas seulement à des questions du travail, mais au style de vie, au mode de vie général des agriculteurs et du coup qui font face à des difficultés très importantes sur le plan économique, des difficultés aussi liées à, euh, au fait que c'est une population vieillissante et qui ne trouve pas les moyens encore de se renouveler. Et donc, face à ces questions qui sont très importantes et qui traversent le milieu agricole au-delà du cheval, il y a ce sentiment d'être attaqué et les jeunes dans les formations agricoles, ils sont, ce n'est pas qu'ils sont climato-sceptiques ou contre l'environnement, mais c'est parce que, du coup, comment dire, ils se trouvent en tension. Entre des exigences qui sont de plus en plus importantes de la part de la société sur la question du bien-être animal, de l'environnement, et en fait aussi l'organisation économique, les difficultés très importantes auxquelles ils font face, l'augmentation des normes européennes, et tout ça fait que en fait ils se trouvent en grande tension. Et je pense que dans le milieu du cheval, c'est un peu aussi cette difficulté que l'on retrouve, d'autant plus que c'est aussi difficile de perdurer professionnellement dans ce milieu où il y a un fort turnover. Et donc, la question de la réception, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec des professionnels spécialisés dans le secteur du cheval, mais je vois en tout cas que dans le milieu agricole, que la réception, elle dépend beaucoup en fait aussi de l'approche plus politique de ces enjeux. Et donc, peut-être que le secteur du cheval, il est aussi clivé d'un point de vue politique. C'est un secteur hétérogène, comme on l'a souligné. Donc, il y a sans doute quand même une partie de ce secteur qui serait quand même tout à fait favorable à travailler sur ces enjeux-là. D'autant plus que je pense que les professionnels que j'ai rencontrés, ils seraient un peu près d'accord quand même avec moi à propos de certaines dimensions de l'expérience des élèves, du fait de leur confrontation avec l'univers agricole. Donc je pense qu'ils, qu'ils seraient d'accord avec pour la majorité d'entre eux, avec l'analyse globale, qui est de dire que ces élèves ont un désenchantement qui est lié au décalage entre leur expérience profane de l'équitation et la découverte du monde professionnel. Simplement, c'est pour eux, ils vont penser ce décalage, voilà, d'une autre façon, pas en des termes sociologiques, mais je pense que ils seraient d'accord avec moi sur l'analyse. Donc voilà. Les questions qui font l'objet de vives tensions, c'est plutôt la question de l'agroécologie et du bien-être animal et qui peuvent là être plus difficiles à aborder. Voilà. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec des professionnels du secteur du cheval parce que ma recherche elle est aussi en cours et que j'ai pas voilà, encore pu communiquer. Voilà. Mais effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir échanger avec eux, notamment sur en fait, parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus un bac pro très valorisé chez les professionnels et que c'est plutôt d'autres diplômes qui sont considérés comme plus professionnalisants, notamment les CAP. Et donc, je pense que ça serait aussi intéressant d'échanger avec eux pour voir aussi quel regard est-ce qu'ils portent sur ce diplôme et sur les autres diplômes du secteur du cheval. Je ne sais pas si j'ai répondu voilà, à toutes vos questions, mais c'est plutôt des remarques, oui, sur la Oui, question du blocage. Si, sur la question du blocage, en fait, du le, ministère. du ministère, alors, en fait, c'est pas un blocage lié au secteur équestre en particulier, c'est le fait il y a une difficulté particulière à donner
délivrer des données statistiques sur les élèves. Bon, c'est un petit ministère par rapport à l'éducation nationale, donc il y a beaucoup moins de chiffres, de données chiffrées qui circulent sur les élèves, et donc les personnels qui sont en charge d'établir et de travailler sur ces données, ils sont peu nombreux en fait dans le ministère. Donc, voilà, ils font déjà face à d'autres demandes. Et donc, c'est en tout cas l'argument qui nous a été donné, c'est le fait que, eh ben, ils n'ont pas vraiment le temps, voilà, à consacrer au fait de retravailler les données pour nous les fournir. Et ce qui aurait été intéressant, c'est notamment les enquêtes sur l'insertion professionnelle des élèves de CEH. Euh, mais voilà, ces données sont pas forcément non plus, ne donnent pas forcément beaucoup d'informations en fait sur ne serait-ce que les secteurs professionnels dans lesquels sont engagés les élèves. Ce sont pas des données que le ministère a. Et donc, il y a une culture de l'enquête qui est beaucoup plus, l'enquête sociologique, qui est moins importante chez le ministère de l'Agriculture, n'a pas l'habitude d'être enquêté par des personnes extérieures au ministère. Et c'est une grande différence avec l'éducation nationale, où il est beaucoup plus facile de produire des enquêtes. Donc, il y a une culture de l'enquête qui est moins développée. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est ce qui est quand même embêtant, c'est que une des enquêtes auxquelles j'ai participé, pas toutes, mais la dernière enquête était en fait financée par le ministère de l'Agriculture. Et donc, du coup, c'est quand même étonnant que le ministère qui finance la recherche finalement ne répond pas à ces demandes qui sont pas non plus si exigeantes en termes de temps. Euh, je crois qu'il y a aussi la volonté la crainte aussi du fait que des données ne soient plus confidentielles et soient utilisées en fait pour donner une image négative des formations. Et c'est vrai que l'enseignement agricole garde quand même une image un peu de relégation scolaire, c'est-à-dire que on a un peu cette idée que les élèves qui vont dans l'enseignement agricole, comme dans l'enseignement professionnel d'ailleurs, ce sont des élèves qui n'ont pas réussi voilà, au collège. Et donc, il y a cette vision cette représentation dans la société d'un enseignement qui est finalement destiné à ceux qui ne réussissent pas. Et donc, comme il y a une vision aussi plutôt, une difficulté à recruter des futurs professionnels dans le secteur agricole, face à la fois à cette difficulté de recrutement de futurs professionnels et aux images misérabilistes qui peuvent être faites des lycées agricoles et de leur public, il y a une volonté de finalement de garder une image plutôt positive, et donc d'avoir une maîtrise de la communication, une maîtrise de l'image des lycées agricoles. Et c'est ce qui fait que travailler en tant que sociologue sur l'enseignement agricole, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas cette culture d'enquête, et il y a la volonté en fait face aux difficultés importantes du monde agricole en termes de renouvellement, de finalement garantir une image en fait conforme à celle qui est portée par le ministère. Et la Et donc, FNSE. et aussi la FNSEA qui est euh, en fait assez puissante dans l'enseignement agricole euh, et à travers notamment le fait que les lycées agricoles ils sont gérés par des conseils d'administration, et à la tête de ces conseils d'administration, c'est généralement un responsable de la chambre d'agriculture locale qui est un membre de la FNSEA, y compris dans les lycées agricoles qui ne proposent pas de formation agricole. Et donc,
Si je peux me permettre, la comparaison entre les deux ministères est très, très intéressante. Vraiment sur la capacité de s'interroger sur le système, les systèmes de formation d'un ministère à l'autre et les postures pour recevoir les résultats du travail des chercheurs en sciences sociales. C'est, c'est un aspect particulièrement intéressant de votre travail. On a l'impression d'un ministère assiégé, quoi. Hmm. Le ministère de l'éducation nationale est incroyablement il est assiégé aussi, mais d'une autre manière, quoi. Par, euh, on peut dire, l'idéologie de la transformation perpétuelle des logiques de formation. Mais je trouve que, dans la mesure où ce sont quand même les ministères qui coiffent les systèmes de formation, cet aspect de votre travail est particulièrement éclairant. Oui, alors, euh, il y a ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas cette tutelle du ministère de l'Agriculture sur l'enseignement agricole, elle n'est pas naturelle, elle est vraiment le produit d'une politique dans les années 60, parce qu'avant, l'enseignement agricole était sous la co-tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture. Et c'est un petit peu une exception française, ce maintien de l'enseignement agricole sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et c'est ce qui... Alors, il y a plusieurs éléments, mais en fait, le ministère de l'Agriculture, il a un point important en France grâce à l'enseignement agricole, car la majorité des effectifs des personnels du ministère de l'Agriculture sont liés à l'enseignement agricole. Donc, c'est pas seulement un intérêt de la part de la FNSEA qui garde un contrôle sur les programmes, c'est aussi un intérêt du ministère lui-même qui, en fait, s'il se verrait dépossédé de la gestion des lycées agricoles, en fait, il perdrait la majorité de ses effectifs. La majorité des effectifs du ministère sont liés à l'enseignement agricole. Et Mm. donc, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en fait, l'enseignement agricole n'est plus agricole. C'est-à-dire que la majorité des formations de l'enseignement agricole, elles ne préparent pas au métier d'agriculteur. Et le secteur le plus important en termes d'élèves, c'est le secteur des services. 40% des élèves de l'enseignement agricole, ils sont formés dans le secteur des services et notamment dans le bac pro SAPAT, service aux personnes et animation au territoire, qui prépare des élèves à travailler dans les EHPAD, par exemple, ou dans les métiers de la petite enfance. Et donc, l'enseignement agricole n'est plus agricole, mais en fait, c'est cet enseignement non agricole qui permet à l'enseignement agricole de perdurer de manière isolée du ministère de l'Éducation nationale parce qu'il permet de donner un poids important en termes d'effectifs des publics au lycée agricole. Et donc, du coup, on se focalise beaucoup sur les formations agricoles du ministère de l'Agriculture, mais en fait, elles sont plutôt non agricoles. Et c'est le poids important de ces formations non agricoles qui permet au ministère de dire, ben, on reste un enseignement important. Parce que si on prenait en compte uniquement les effectifs des formations agricoles, c'est un tiers des élèves de l'enseignement agricole, et donc ça justifierait une réflexion sur le fait que, ben, est-ce que c'est pertinent qu'il y ait 30 000 ou 40 000 élèves qu'il soit formé dans un ministère autre que le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'enseignement agricole, il n'a d'agricole que le nom, ou du moins, Ouais, il est moins agricole qu'historiquement, et c'est ce d'accord. poids-là qui permet à l'enseignement agricole de perdurer. Il y a aussi un autre élément important du poids de la FNSEA, au-delà de la présence dans les conseils d'administration des établissements, ce qui peut jouer sur les activités qui sont organisées dans les établissements.
La FNSEA, elle a aussi une présence dans les commissions de rédaction des référentiels professionnels. Et donc, dans les commissions de discussion sur de construction des référentiels des formations professionnelles, la FNSEA est présente, y compris dans le milieu, dans les formations du cheval. En fait, ce sont les syndicats nationaux et patronaux et le patronat qui sont présents dans ces différentes commissions, quel que soit le secteur. Et donc, ça pose aussi la question de la représentation, y compris des professionnels du secteur du cheval, dans les commissions qui sont en charge de rédiger les référentiels. Malheureusement, c'est aussi un espace qui est quand même peu ouvert et donc où il y a une très grande confidentialité. Donc on ne sait pas en fait réellement ce qui se joue dans ces commissions et c'est la loi Avenir, il me semble, en 2014, qui a en fait conduit à rénover ces commissions en charge de rédiger les référentiels professionnels en réduisant le nombre de participants et ça a un effet notamment, par exemple, les enseignants ne sont plus, les syndicats enseignants ne sont plus euh, décisionnaires dans ces commissions, c'est-à-dire ils ne votent plus, tout comme les associations de parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves ou encore des associations environnementales qui sont plus en fait qui peuvent participer aux discussions mais ne prennent pas part au vote. Et donc voilà, il y a eu un mouvement de renforcement du poids des syndicats nationaux et du patronat dans la construction des référentiels ce qui a sans doute contribué peut-être à accentuer les différences entre le milieu professionnel et les référentiels de formation. Et donc, il faudrait voir si dans le secteur du cheval, les, euh, les institutions euh, même les plus prestigieuses, est-ce qu'elles sont représentées dans les commissions qui sont chargés de rédiger les référentiels professionnels. Et donc ça sera intéressant de faire ce travail-là pour voir en fait quelle est la réelle part de ces institutions, y compris celles les plus prestigieuses, les plus luxueuses, pour reprendre une de vos expressions. Est-ce qu'elles sont vraiment représentées dans ces référentiels? Et donc ça peut avoir un impact sur le, voilà, le contenu des savoirs qui sont proposés aux élèves. Là-dessus, justement, si je peux me permettre, je suis assez étonnée de savoir que la FNSEA participe justement de manière extrêmement présente à l'élaboration de ces programmes, y compris au milieu équestre, puisque la FNSEA est très peu présente en fait au niveau de la représentation professionnelle. Elle est extrêmement absente, vraiment elle brille par son absence dans les centres équestres, chez les éleveurs, etc. Enfin, c'est la branche cheval de la FNSEA qui est la FNC, mais qui est en fait vraiment très peu représentative des professionnels du secteur. Donc, je suis hyper étonnée qu'ils participent à ça. Je n'en avais pas conscience. Et le syndicat patronal extrêmement majoritaire, enfin, même omnipotent, c'est le GHM. Et il ne semble pas, donc, qui est lié à la Fédération française d'équitation, qui est en fait le syndicat des dirigeants de centre équestre. C'est un syndicat patronal de service. Et il ne semble pas qu'il participe à l'élaboration des programmes de formation professionnelle. Donc je suis vraiment étonnée par ça. Enfin, ça me doit sur un truc qui est un peu bizarre, mais qui est hyper intéressant du coup. Mais vraiment qui mérite d'être creusé. Ouais, donc il y a une sorte d'omerta sur à la fois sur le poids de la FNSEA dans l'enseignement agricole, mais aussi sur la construction de ces référentiels et notamment la place qui est laissée en fait aux institutions plus alternatives, qui portent en tout cas des visions plus alternatives. Et donc, du coup, moi, j'ai pas d'informations sur voilà, qui sont les personnes qui participent, les institutions qui participent aux réunions. Voilà. Et en fait, c'est des choses qui devraient être même publiques, en fait, des informations qui devraient être affichées sur le site du ministère qui participent
à ces commissions et même peut-être les comptes rendus en fait de ces commissions devraient pouvoir être publics. Et donc, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que c'est les syndicats nationaux et le patronat qui sont représentés, voilà, dans les différentes commissions d'élaboration des référentiels. Ça ne veut pas dire que d'autres organisations professionnelles ne sont pas auditionnées, ne sont pas entendues, mais ne sont pas prises en compte. Mais en termes de vote, de pouvoir de vote, ça reste les organisations nationales voilà, qui sont considérées comme légitimes. Voilà. Et donc, du coup, ouais, ça pose la question du pouvoir, en fait, qui décide voilà, du contenu des formations. Mais voilà, il y a une sorte de confidentialité. Vous voyez, ça reste confidentiel et moi, j'ai pas pu voilà, accéder pour le moment au contenu des échanges. Moi, ce que j'aimerais bien pouvoir voir, c'est voilà, comment se construisent en fait des référentiels de formation, quel est le poids aussi des syndicats sur sur les savoirs en fait qui sont choisis. Mais ça, c'est voilà, c'est pas des données publiques, donc voilà. Dans ce panorama des formations et et de l'analyse politique qu'on peut en faire, notamment par le poids du syndicalisme agricole, il y a un cas très particulier qui implique la Confédération paysanne autour de la traction animale et du réseau associatif. Et notamment sur, alors je crois que c'est un brevet professionnel, euh, attelage euh, et aussi utilisation agricole. Je ne me rappelle plus de l'intitulé exact de la formation, mais qui a été acquise de haute lutte par le réseau associatif et notamment Hypothèse, l'association Hypothèse et le CERTA, qui a une vocation de comprendre euh, ce qui se passe autour du renouveau de l'attraction animale à l'échelle européenne et de coordonner, d'organiser les associations en réseau à l'échelle européenne. Et là, on a l'impression d'être... ils ont quand même réussi, tout ça est lié au lycée agricole, mais on a l'impression que c'est un tout autre univers et qui a réussi à faire, ça ne nous étonne pas par rapport à l'idéologie de ce réseau associatif, mais ils ont réussi à fabriquer leur propre système et à conquérir une autonomie et avec un levier d'action non négligeable, surtout par rapport au milieu en question. En fait, là, vous pointez du doigt en fait un clivage qui existe dans l'enseignement agricole entre les formations pour adultes et les formations initiales. C'est Et ça. ça, c'est vraiment un clivage très important. Et donc, les, euh, historiquement, les formations pour adultes ont été vraiment en pointe sur les questions d'agroécologie par rapport aux formations initiales. En fait, cela s'explique parce que les formations pour adultes, elles sont historiquement, elles ont été plus rapidement ouvertes à des publics non agricoles et notamment à des professionnels en reconversion qui, en fait, avaient une vision alternative, plus éloignée des modèles dominants et sont ceux qui vont le plus s'engager dans l'agroécologie, innover dans l'agroécologie, dans le sens de l'agroécologie paysanne ou même l'agriculture biologique. Si on regarde ne serait-ce que l'agriculture biologique, les diplômes spécialisés en agriculture biologique, ils se situent du côté de la formation d'adultes. Et souvent, c'est des personnes qui sont dans des projets non seulement de reconversion, mais aussi de un changement de style de vie. Donc, C'est euh, ça.
et donc, si les formations pour adultes sont plus tournées vers l'agroécologie paysanne et l'agriculture biologique, c'est parce que elles accueillent des publics qui sont plus réceptifs historiquement à ces questions-là, à ces enjeux, et qui donc c'est lié aux trajectoires socio-professionnelles de ceux et celles qui s'engagent dans l'agroécologie. Et donc, il y a un poids plus important de ces organisations paysannes dans les formations pour adultes, à la fois dans les formations qui sont proposées dans les centres de formation et de promotion agricole qui sont rattachés au lycée agricole, mais il faudrait aussi inclure dans l'enseignement agricole des espaces qui ne sont pas forcément des espaces de formation qui permettent d'avoir une certification, un diplôme, mais des espaces moins institutionnels qui sont des associations ou des groupes où s'échangent des savoirs, des techniques plus alternatives. Et donc, on pourrait dire que l'enseignement agricole, ce n'est pas seulement les institutions de formation agricole, comme le lycée agricole ou les MFR, mais on pourrait aussi considérer que l'enseignement agricole est en fait un champ beaucoup plus vaste qui inclut en fait des espaces qui peuvent être plus ou moins institutionnalisés, plus ou moins en marge, financés ou pas par le ministère de l'Agriculture, qui sont des espaces d'apprentissage de savoir, notamment en agroécologie. Donc, en fait, Et, et bien-être animal. comment? Oui, Et bien-être oui, animal. oui, et donc, Pointe sur le sujet, hein. comment? Ils sont en pointe sur le sujet, avec une inventivité technique tous azimuts. Alors, il faut aussi dire que ça peut quand même avoir des effets sur les formations initiales. Le fait que se développent des formations pour adultes ou pour des personnes surtout en reconversion professionnelle ou qui sont déjà dans le milieu professionnel, ça peut avoir ensuite des effets, se répercuter dans les formations initiales de différentes façons, à la fois parce que ça a quand même influencé le fait d'avoir des professionnels autour du lycée agricole euh, qui ont développé des pratiques plus alternatives, ça a un effet tout simplement sur les lieux de stage, par exemple des élèves, donc qui peuvent avoir d'autres visions grâce à ces exploitations-là. En fait, les lycées agricoles qui se sont tournés vers des formations pour adultes en agroécologie, ils se sont plus rapidement mis dans les exploitations des lycées à l'agriculture biologique et pour répondre à ces attentes en formation des adultes. Et ça va se répercuter aussi dans les formations initiales au sein des mêmes lycées qui vont avoir la possibilité qui vont pouvoir disposer aussi d'exploitations qui se sont reconverties en agriculture biologique dans leur lycée grâce à la formation des adultes. Je pense au cas de trois jeunes que j'avais interrogés qui étaient en reconversion professionnelle. Eux, ils avaient fait un BPREA en maraîchage biologique, donc une formation pour adultes. Et en fait, euh, ils sont devenus responsables d'une exploitation d'un lycée agricole qui était en train de se reconvertir en agriculture biologique. Et donc, du coup, c'est grâce à leur savoir acquis en formation pour adultes qu'ils ont pu contribuer à ce changement dans l'exploitation du lycée qui s'adresse cette fois-ci à tous les élèves, y compris enfin, aux élèves de formation initiale. Et donc, si on oppose historiquement les formations pour adultes avec les formations initiales, qui sont davantage inscrites dans le modèle du productivisme, eh bien, en fait, le développement des approches agroécologiques dans les formations pour adultes a quand même un impact sur les formations initiales, un impact non négligeable, et c'est par ce biais-là que les formations initiales vont se transformer. Mais Mais c'est vrai que ça nous éloigne du cheval, tout ça. oui, Mais bon, ça nous permet d'explorer de vastes horizons en arrière-plan de la recherche que vous avez
présenter, ce qui est toujours très utile. En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé et vos réponses généreuses. On a appris plein de choses, en tout cas moi. Et, euh, et donc, on vous souhaite bon vent pour la poursuite de votre travail. Ben merci, merci beaucoup. Et puis j'essaierai de suivre aussi vos activités, vos séminaires qui sont organisés. Merci, merci beaucoup. Ouais, merci pour. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de poser mes questions. Euh, Mais on va s'arrêter là et c'est pas très grave. C'était très très riche. Je vais mettre en ligne en début de semaine la présentation, donc peut-être que ça suscitera aussi des questions d'autres membres du réseau qui n'ont pas pu être présents. Et puis en effet, n'hésitez pas à participer à d'autres événements autour du cheval, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, vos travaux. Et puis on vous reverra avec plaisir dans nos rendez-vous. Ben merci beaucoup en tout cas.